En plein cœur de la ville, la silhouette du donjon contraste avec celle des buildings alentours. Abrité derrière ces douves, le château occupe un immense parc arboré. La Seconde Guerre mondiale ayant fait son office, le donjon est une reconstruction moderne datant de la fin des années 50. À quelques pas du donjon actuel, se trouvent les fondations de celui d'origine, conservées en l'état au titre de la mémoire. À Hiroshima, le style et l'architecture ont été si bien conservés lors de la reconstruction que de l'extérieur, on pourrait se laisser aller à croire qu'il est d'origine. Et pour bien en apprécier l'esthétique, rien ne vaut d'ailleurs une petite promenade le long des douves. Les pieds dans l'eau et la tête dans les nuages, le donjon s'élève d'un îlot de verdure que l'automne part de ses couleurs dorées. Nul doute possible, en découvrant ces images, nous sommes bien au Japon. L'île de Miyajima et son célèbre torii flottant font en effet partie des 3 plus beaux paysages de l'archipel nippon. On dit aussi de l'île que personne n'y naît et que personne n'y meurt. Au-delà de cette légende, une chose est certaine, nombreux sont ceux qui y passent. Comme ces couples venant célébrer leur mariage sur l'île et immortaliser le moment par une photo devant le torii. Le sanctuaire d'Itsukushima, avec ses ponts et ses pontons rouges orangés, est donc devenu un lieu incontournable pour tous ceux, qu'ils soient jeunes mariés ou non, débarquant sur l'île. Et avouons-le, il y a vraiment quelque chose de magique lorsque l'on découvre ce torii posé entre ciel et mer. Mais l'île abrite d'autres surprises pour ceux qui décident de l'explorer un peu, comme le temple de Daisho-in, situé un peu en retrait dans le village. Là, les 500 statues Rakan, ces disciples de Bouddha, avec chacune une expression différente, ne laissent aucun doute. Oui, nous sommes bien dans un temple bouddhiste. On y trouve aussi quelques statues de Jizo, de la déesse Kannon et de nombreuses statuettes de disciples de Bouddha. Littéralement, Omikoji signifie loterie sacrée. Mais attention, ici, les seuls numéros sont ceux inscrits sur les baguettes qui vous permettront de découvrir quelles prédictions écrites les dieux vous ont réservées. Moyennant une petite offrande,
vous tirez d'une boîte en la secouant une baguette sur laquelle est inscrit le numéro d'un tiroir. À l'intérieur de celui-ci, votre prédiction. Touchant à tous les aspects de la vie, des objets perdus aux relations amoureuses, en passant par les affaires, la maladie ou les études, la prédiction peut vous offrir tout aussi bien une grande bénédiction qu'une grande malédiction. Et en cas de mauvais présage, pas de souci, il vous suffit d'attacher la prédiction sur le fil prévu à cet effet, le mauvais sort y restera plutôt que de vous suivre. Vous avez raté la station du sanctuaire de Fushimi Inari? Pas de panique. Voilà une bonne occasion pour aller découvrir le château de Fushimi à 2 stations de là. Après une petite marche en plein cœur d'une zone résidentielle plutôt huppée, nous arrivons au donjon. Celui-ci trône au milieu d'un petit parc. Le château d'origine a été démantelé en 1623 et certaines de ses parties ont été incorporées à des temples de la région. Les bâtiments d'aujourd'hui ont eux été reconstruits au début des années 60. Transformé en musée, le donjon était au centre d'un parc à thème sur les châteaux. Mais au début des années 2000, tout a été fermé et plus ou moins laissé à l'abandon. Ceci explique sûrement l'atmosphère particulière qui règne tout autour du château. On a presque l'impression de découvrir un lieu oublié du temps, tout en ayant parfaitement conscience du côté factice de certains éléments. Un moment étrange et agréable. À Kyoto, le vieux quartier de Gion est un des plus visités. Avec ses maisons de 2 étages aux typiques façades en bois et ses rues pavées, le quartier draine nombre de touristes. C'est aussi le quartier où l'on peut croiser furtivement des geishas. Et de fait, nombreuses de ces maisons abritent des écoles où les meiko, les apprentis geishas, s'exercent aux arts traditionnels de la danse, de la musique, du chant ou de la cérémonie du thé. C'est aussi dans ce quartier que l'on aura le plus de chances d'assister à une cérémonie donnée par une geisha ou une meiko, notamment dans les maisons de thé. Attention cependant, toutes les jeunes femmes en tenue traditionnelle que vous pouvez croiser dans le quartier ne sortent pas de ces écoles. Une grande majorité d'entre elles ne sont en fait que de simples touristes ayant loué un kimono pour cette journée de visite. Depuis le quartier de Gion, on peut facilement emprunter les petites rues traditionnelles qui mènent au temple de Kiyomizu-dera. Kiyomizu-dera est situé à l'est de Kyoto. Plus que d'un temple, il s'agit en fait de tout un ensemble à la fois bouddhiste et shintoïste de temples et sanctuaires. Célèbre à travers tout le Japon, le lieu tire son nom des chutes d'eau qui traversent le site, car, littéralement,
Kiyomizu signifie eau pure. On dit souvent du lieu qu'il est un des plus romantiques de la ville. S'il est vrai que la vue depuis la plateforme du bâtiment central, posée sur des centaines de poutres, est particulièrement impressionnante, la réputation tient certainement aussi au sanctuaire dédié au dieu Amour faisant partie du complexe. La légende veut aussi que quiconque survivait à un saut depuis la plateforme voyait son vœu se réaliser. L'épaisse végétation au pied des 15 mètres du saut aurait permis à près de 200 personnes de survivre, avant bien sûr que la pratique ne soit interdite. Quant à la chute d'eau, si de nombreux pèlerins viennent y boire, c'est surtout pour ses propriétés thérapeutiques, apportant santé, longévité et, plus étonnant encore, la réussite dans les études. Tous les restaurants n'ont pas forcément de devanture, mais lorsqu'ils ont la possibilité d'afficher leur menu en vitrine, attention les yeux. En Asie, le principe de présenter les plats sous forme de photos ou d'assiettes factices est plutôt répandu. Le Japon n'échappe, bien sûr, pas à la règle, et élève même la tendance au niveau de l'art. La recherche d'un restaurant et le choix de ce que l'on va y manger se transforment vite en promenade gustative virtuelle. On finirait même, dans certains cas, à vouloir donner une toute nouvelle signification à l'expression « faire du lèche-vitrine ». Hyper réaliste ou un peu trop plastifié, finalement peu importe, car étonnamment, la plupart sont réellement une copie de ce que vous retrouvez ensuite dans votre assiette. En attendant, si pour une mystérieuse raison vous décidez de décorer vos murs à grand renfort d'assiettes de pâtes, n'hésitez pas à aller faire un petit tour à Kappabashi. Dans ce quartier de Tokyo dédié aux ustensiles de cuisine, vous trouverez sûrement votre bonheur. Le Japon est un pays où l'on mange bien. Comme les tempura, ces beignets de légumes, fruits de mer et poissons entourés d'une pâte à frire très légère, elles sont souvent associées avec des soba, des pâtes de sarrasin. Autre spécialité, l'unagi, de l'anguille sur un lit de riz. Mais passons à la préparation d'une okonomiyaki. La scène se passe dans un restaurant très populaire à Hiroshima, où vous avez de multiples stands où vous pourrez goûter ces délicieuses galettes. Un voyage en train? Alors partez avec votre Ekiben. N'oublions pas les sushis. Fondons à souhait, ils coûtent relativement cher dans leur pays d'origine. Pas trop d'argent? Alors essayez la chaîne Yoshinoya, où vous pourrez déguster un gyudon pour quelques centaines de yens. Ce plat, composé de lamelles de bœuf et d'oignons sur du riz, est très bon. Goûtez aussi au tonkatsu, ces morceaux de porc frit. Il y a bien sûr les yakitori, des brochettes de volaille ou de viande, mais attention, au Japon,
Ils mangent toutes les parties de la bête et les abats sont très fréquents. Une halte à Kobe? Alors il faut absolument goûter à son bœuf. Et bien sûr, vous ne pouvez partir du Japon sans avoir mangé un shabu-shabu. Il vous reste encore suffisamment d'argent en poche? Alors offrez-vous un kaiseki. Ces restaurants traditionnels japonais, dont le menu est composé d'une multitude de petits plats, sont un vrai ravissement pour le palais. Allez, n'oublions pas les crêpes comme dessert. Nous voilà partis pour rallier la petite ville d'Uwajima. Nous laissons donc derrière nous Koshi et sa modernité pour un Japon plus traditionnel. La première étape du voyage nous entraîne à bord d'un Hanpanman train. Les personnages veillent au plafond tandis que le train file à travers la banlieue. Le temps d'avaler un bento et nous arrivons dans la petite gare de Kubokawa. Changement de décor. Nous laissons les wagons rutilants pour un nautique autant-rail. Le voyage prend alors une nouvelle dimension. Aux manettes, le conducteur entame son cérémonial avant de lancer la machine sur l'unique voie qui traverse le sud de l'île de Shikoku. Ça et là, des sakuras bordent les voies et égayent le paysage malgré la pluie. Au programme, de longues vallées encaissées, au bas desquelles coulent de petites rivières, parfois aux allures de torrents. Bordant ces eaux, les collines se perdent à l'infini. Le train s'arrête dans une bourgade. Il fait halte dans une improbable gare perdue au cœur de la nature. On pourrait même se demander l'utilité de ce bout de quai posé en pleine campagne si certains voyageurs n'en profitaient pas pour descendre. Un petit bout de voyage inoubliable. Honneur au château de Maruoka, le plus ancien des 12 châteaux originaux, ayant encore un donjon dont la structure est en bois. Le paysage magnifique que l'on aperçoit du dernier niveau se mérite, tant les escaliers ici sont abrupts. Le château de Bichu Matsuyama fait partie de ce cercle fermé. Il peut aussi se targuer d'être le seul château de montagne du groupe. Quand on réalise que les premières restaurations ont été faites en portant tous les matériaux à dos d'homme, on se dit que l'attrait des habitants pour leur château n'est pas un vain mot. Le château d'Inuyama est lui un des rares châteaux japonais à être resté aux mains d'une famille jusque dans les débuts des années 2000. Très visité au moment du Matsuri de printemps, la silhouette du donjon surplombant les eaux de la rivière Kiso est aussi devenue une des images emblématiques des châteaux de collines. Le château de Matsuyama sur l'île de Shikoku, au-delà de son donjon original, est un des sites les mieux conservés au Japon. Avec ses dizaines de sakuras entourant la dernière enceinte et une vue extraordinaire sur la vallée et la ville s'étendant à ses pieds, rien d'étonnant à ce qu'il soit l'un des plus visités. Tout nouvellement classé trésor national, le château de Matsue allie le charme d'un intérieur de bois doré et d'un extérieur
où les murs habillés de bois sombre et les fondations de pierre claire offrent mille contrastes. Le donjon du château de Marogame est certainement le plus petit de cette liste. Mais comme les autres, sa charpente de bois et ses murs de plâtre le distinguent des reconstructions plus modernes. Toujours sur l'île de Shikoku, mais bien plus au sud, se trouve le château d'Uwajima. Le donjon offre un extérieur tout simple. La surprise vient de l'intérieur, superbe avec ses bois polis par le temps. Au château de Koshi, le bois domine. C'est un des rares à encore avoir un palais seigneurial d'origine. C'est aussi un des châteaux ayant conservé le plus de ses éléments défensifs intacts. Retour sur l'île Honshu, dans le fief d'une des plus célèbres mascottes du Japon, le château d'Ikone. Même si le donjon n'est pas immense, il en impose par son architecture. Les délicates envolées des toits et les décorations d'or qui les soulignent lui donnent un charme tout particulier. Sûrement le plus connu de tous, voici Himeji, le château du Héron Blanc. C'est le plus grand des donjons d'origine et celui dont le site comporte le plus de bâtiments parfaitement conservés et restaurés. C'est aussi le plus visité. Au pied des Alpes japonaises se trouve le château de Matsumoto. À un peu plus de 2 heures de train de Tokyo, l'immense donjon noir rivalise certainement de beauté avec celui d'Himeji. Et en tout cas, il ne laisse personne indifférent, tant il est vrai qu'il s'en dégage un charme indéniable. Le petit dernier de la liste est aussi celui le plus au nord du Japon. C'est le château d'Hirosaki. Qu'il soit sous la neige ou perdu dans le halo blanc des pétales de cerisier, le donjon d'Hirosaki semble lui tout simplement s'adapter à la saison pour toujours rester en harmonie avec la nature.
À peine franchi le pas de la porte de la gare de Shibuya, et nous nous retrouvons dans une ambiance bien spéciale. Tout autour de nous, de multiples enseignes. Nous nous dirigeons vers la statue du chien Hachiko, célèbre endroit où les Tokyoïtes, mais aussi touristes, se donnent rendez-vous. Tiens, un attroupement de personnes, un spectacle? Non, juste les personnes qui attendent pour traverser sur le plus grand passage piéton au monde. C'est sans doute une des images les plus populaires de Tokyo que ce fameux chassé-croisé. C'est finalement un spectacle en soi. Un des buildings les plus connus est le 109, royaume de la mode. De nuit, le visage de Shibuya est encore plus électrique avec ses écrans géants qui diffusent sans discontinuité les publicités. Shibuya, c'est aussi de nombreux restaurants, des game centers, des magasins. Et nous revoilà devant ce fameux passage piéton. Finalement, c'est un peu la porte vers un autre monde.